Au départ, en fait, c'est une des, j'allais dire, des conférences de presse de John F. Kennedy qui a eu lieu en avril, je pense que c'est le 27 avril 1961. Il a dit: le simple mot secret est inacceptable dans une société libre et ouverte. En tant que peuple, par nature et historiquement, nous nous opposons aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. C'est très curieux parce que quand on pense à l'Amérique, on présente toujours l'Amérique comme un grand pays de liberté, de démocratie et tout ça, etc. Mais il y a quand même, je ne sais pas, sur les 45, 46, 47 présidents maintenant qu'il y a eu, il y en a plus de 10%, c'est-à-dire 5 qui ont été assassinés. Mais il y a eu des tentatives d'assassinat, c'est encore plus. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est phénoménal quand on y pense. L'ennemi des présidents ou les ennemis des présidents ou les sociétés secrètes derrière, etc., n'ont pas peur d'utiliser des armes très fortes. Non, puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a du mal à imaginer que tout se joue en coulisses sur des plans que je vais nommer transgénérationnels. C'est-à-dire que nous, on a une vision courte de notre propre existence. Quand on rentre dans ces cercles-là, ce sont des prévisions sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le FBI vient de dire qu'ils ont retrouvé, comme par hasard maintenant, 20 000 ou 25 000 pages Oui, qui n'existaient pas dans le dossier sur Kennedy, ce qui est c'est ça. aberrant. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà de nouveau à avoir le grand plaisir de continuer nos interviews avec Nathalie Elion, qui est l'auteur du livre Héritage, en anglais Legacy, et qui est un livre romanesque. Donc, c'est quelque chose qui est fictif, mais basé quand même sur des faits réels. C'est une approche complètement différente. C'est celle qu'utilisait Alexandre Dumas, d'ailleurs. J'étais en train de réfléchir et de penser à toi, Nathalie, parce que à l'époque où Dumas écrivait, il trouvait qu'il y avait énormément d'injustice, mais il ne pouvait pas s'attaquer directement parce qu'il aurait été banni à l'époque également, tout de suite. Donc, il a fait sous forme de romans, comme le Comte de Monte Cristo, pour qu'il fasse des références, pour qu'il ne se sente pas attaqué, et qu'on n'ait pas l'impression qu'il est attaqué directement. Mais là, ce que j'ai fait, si tu permets, je vais rentrer en matière à la suite de notre dernier entretien. J'ai eu énormément d'échos de la part de gens qui ont regardé l'interview et qui, après, ont décidé d'acheter le livre, qui sont passionnés par tout ceci. Donc, tout ton récit les a amenés à avoir envie d'en savoir plus. Et je crois qu'aujourd'hui, ils vont être très satisfaits de tout ce que tu vas nous dire. Mais là, très récemment, quand je dis très récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai re-regardé une interview de Oliver Stone. Oliver Stone, et cette interview date de 1992, c'est-à-dire qu'elle a déjà 32 ou 33 ans. Ça va faire 33 ans cette année. Je crois qu'elle était de novembre, donc elle a 32 ans. Euh, et tout le monde peut se la procurer, hein. C'est Oliver Stone sur JFK. Elle est interviewée par une journaliste anglaise. Et elle interviewe sur la sortie du film JFK qu'il avait fait en 1991. Et il lui pose beaucoup de questions très intéressantes, d'où lui est venue l'idée et pourquoi, surtout, elle continue à revenir là-dessus, pourquoi il n'a pas fait un documentaire, mais il a fait un film qui est plus un film fictif. Et Oliver Stone a eu une réponse qui m'a passionné, surtout après les conversations que j'ai eues avec toi, où il a dit ben, on n'a pas tous les faits, on n'a pas toutes les données. Et néanmoins, parce qu'on cherchait à tout balayer sous le tapis, il a dit la chose suivante: je crois que c'est le devoir d'un artiste dans ce cas-là d'en parler quand même, mais en tant qu'artiste, parce que quand on fait un truc fictif, on se permet d'avoir des présuppositions de compréhension sans nécessairement avoir toutes les données. On ne sait jamais quelles sont les données. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la littérature, le cinéma et tout ça, parce qu'on peut rentrer dans des sujets d'une façon plus approfondie que si on fait un documentaire. Tout à fait. Et souvent, on est bien plus proche de la vérité. Donc, en repensant à Dumas
en repensant à l'interview d'Oliver Stone, j'ai pas arrêté de penser à toi. Et surtout parce que tu nous parlais également de Alan Dulles, qui était à la tête de la CIA. C'est quelqu'un qui haïssait JFK, et JFK ne portait pas Alan Dulles dans son cœur non plus. Il le tenait responsable de pas mal de choses, etc., ainsi que la CIA. Et ensuite, Alan Dulles s'est retrouvé à la tête de la commission Warren. Et comme dit Oliver Stone, c'est comme si on mettait le renard à la tête de la surveillance du poulailler. Oui, tout Et, à et ça, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, je voulais commencer avec tout ça. Et là, je vais chercher à t'interrompre le moins possible, sauf parfois fait. pour Oui, oui. préciser des choses pour notre auditoire francophone. Ah oui, si vous allez trouver l'interview de Oliver Stone, elle ne dure que 20 minutes, mais elle est très dense, elle est très intéressante. Et si vous ne parlez pas anglais, vous pourrez toujours mettre les sous-titres et donc lire la traduction qui se fait de cette interview. Donc, Nathalie, de nouveau, bienvenue. On est Merci. ravis de t'avoir là avec nous, Nathalie Bonjour à Elion, tous. l'auteur de Héritage. Et là, on va rentrer bien plus dans la viande, si j'ose dire, dans le Oui. sujet même. Et dis-nous comment tu es arrivé à avoir envie de découvrir tout ceci. Qu'est-ce qui t'a inspiré au départ? Au départ, en fait, c'est une des, j'allais dire, des conférences de presse de John F. Kennedy qui a eu lieu en avril, je pense, c'est le 27 avril 1961, devant la presse, justement, et où il a fait une déclaration. On est juste après, pour situer, après l'échec de l'invasion de la baie des Cochons, hein, qu'on attribuait à JFK, mais en réalité, c'était la CIA et Allen Dulles derrière. On ne rentrera pas là-dedans. Mais dans son discours, et je vais vous lire exactement ce qu'il a dit, c'est juste deux phrases, et c'est ça qui est venu m'interpeller. Il a dit: le simple mot secret est inacceptable dans une société libre et ouverte. En tant que peuple, par nature et historiquement, nous nous opposons aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. Bon, alors à cette époque-là, la presse l'a interprété comme à l'égard de l'Union soviétique, évidemment, contre les régimes autoritaires. Mais en fait, moi, j'y ai vu un double discours. Je me suis dit, et si réellement, parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui devient président des États-Unis, il revêt une aura particulière, c'est l'homme le plus puissant du monde. Il y a quelque chose qui le grandit, hein, psychologiquement à tous les niveaux. Et je crois que John Kennedy était empreint de cette force-là. Et je crois qu'on lui a, on va envisager, on va le dire comme ça, on va faire une hypothèse. Quelqu'un lui a amené des documents lui montrant qu'il existait peut-être une structure à l'arrière du pouvoir, que ce soit législatif, exécutif, judiciaire, de la presse, et une structure secrète très, très implantée. Et lui a voulu se rebeller contre cela et prendre des mesures pour lutter contre. Et je crois que il a choisi publiquement de l'exprimer dans un double discours et qui était adressé finalement à ses ennemis. Donc moi, je suis partie de là et j'ai remonté comme un fil d'Ariane, hein. On remonte, on remonte, on regarde, on creuse et là, ça devient très intéressant. Donc, dans mon roman, le personnage qui incarne celui qui l'a informé s'appelle Miller Harris, qui était quelqu'un, on va dire, plongé dans la politique, un conseiller politique de l'ombre, qui déjà en 1910-11 travaillait avec Bernard Barouge pour la campagne de Woodrow Wilson. Donc on est dans une élection très importante, hein, 1912. Où d'ailleurs Woodrow Wilson a gagné parce qu'il y a eu 3 partis qui se sont présentés. Hein, je ne sais pas si les gens le savent. On a divisé le vote. C'était le président Taft et Roosevelt se sont présentés l'un contre l'autre pour diviser le vote et permettre à Woodrow Wilson de passer pour des raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails peut-être aujourd'hui, mais ce personnage, Miller Harris, a connu, hein, en début de siècle toute cette période-là et a passé sa vie
à, j'allais dire, recueillir des renseignements, chercher des pistes et je crois les aurait amenés au président Kennedy qui, lui, à partir de là, a décidé de lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui finalement l'état profond. On va le dire comme ça. Ah ah. Ah ben c'est passionnant ça. Alors, la création de ce personnage Miller Harris, Mmh. je ne vais pas te demander, sur qui il est basé, qui t'a inspiré Miller Harris et cetera, à moins que tu veuilles en parler. Ou est-ce que c'est une composition de plusieurs personnes? Ou est-ce que c'est ta présupposition que quelqu'un ait pu lui amener des choses? Non, c'est un personnage qui a réellement existé, évidemment, ce n'est pas son vrai nom dans le roman. Et c'est ça que j'ai trouvé, intéressant. Donc non, non, il a existé, il a connu John F. Kennedy, il était tout jeune, il devait avoir 13, 14 ans, il connaissait bien le père Kennedy, il a connu tous les présidents, donc c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup, beaucoup, mais dans l'ombre, dans l'ombre. Hein, la vraie puissance se situe dans l'ombre, hein, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc moi, je me suis intéressée à ce qu'on ne voyait pas. Voilà. Ah, d'accord. Alors, parle-nous davantage de Miller Harris. Mais Miller Harris, c'était un homme d'origine, on va dire juive, déjà. Il vivait dans le quartier de Brooklyn, hein, New York, on va dire Brooklyn à New York. Et il avait une librairie et il était passionné par la politique. Donc, très, très jeune, il a évolué dans ces cercles-là et quand il a eu l'occasion au cours de la campagne, bien avant, il a connu Bernard Baruch parce que son père, c'était un ami à lui et à partir de là, Bernard Baruch a été un des acteurs importants dans la campagne de Woodrow Wilson. C'est lui qui dirigeait la campagne et lui était son assistant. Il était tout jeune, là. Donc, c'est là où il a fait ses armes. Donc, il a pu voir beaucoup, beaucoup de personnage, comment ça fonctionnait. Et ensuite, quand Woodrow Wilson a été à la Maison-Blanche, lui aussi, il a été à la Maison-Blanche en tant que secrétaire. Donc, il était vraiment au cœur du pouvoir. Et tout ce qui s'est passé à cette période-là est assez... On n'en entend plus parler. À l'époque, on n'en a pas entendu vraiment parler non plus. Mais Woodrow Wilson était vraiment celui qu'il fallait mettre à la Maison-Blanche. Et ça, c'était en prévision de la création de la Réserve fédérale. Donc, c'était important parce que Woodrow Wilson avait un petit problème. Il a été victime d'un chantage dès qu'il a été élu pour qu'on puisse le manipuler pour créer la Réserve fédérale. Ça, c'est la première chose. D'accord. Alors, je rappelle à tout le monde, si je peux me permettre, Mm. de petite pour, revenir dans l'histoire. Les élections de Woodrow Wilson ont lieu en début novembre, comme toutes les élections Oui, américaines, 1912. oui, Hein, c'est toujours les années oui, bissextiles, hein, oui, aux États-Unis. oui. Donc, en 1912, voilà ce qui se passe. Et on sait que dans la foulée, il y a tout de suite la création de la Federal Reserve, la réserve Mhm. fédérale, qui a pris le nom de fédéral et tout cela, et qui a réuni les banquiers importants qui sont retrouvés à l'île Jekyll Jekyll au, Island. au large Georgie. de la Géorgie. Oui, Et c'est là où tout s'est manigancé, et c'était secret, parce qu'il fallait même pas qu'ils le sachent, il fallait qu'ils arrivent par des biais oui, différents. Et ils s'étaient tous contactés auparavant, c'était les grands banquiers, oui, dont un banquier Warburg, dont le frère était à la tête exact. de la banque allemande, nationale allemande, mais il y avait trois banquiers qui s'étaient opposés à ça. Trois banquiers qui ne voulaient pas Oui, il y avait créer ceci, Astor. Oui, oui, oui. c'est ça. Et les trois banquiers étaient accompagnés par Morgan, qui lui était Mhm. pour, Oui, en Angleterre, pour monter sur le Titanic. tout Et à fait. ces trois banquiers qui s'opposaient à la Federal Reserve, en 1912, le 15 avril, quelques mois avant tout ça, bien, vous savez ce qui est arrivé au Titanic. Oui. Alors, je ne veux pas rentrer dans une histoire Non, de non, non. complot, Non, mais c'est mais intéressant. quand même. Oui, tout à fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que très tôt, et depuis fort longtemps, la politique, il y a des manipulations, des chantages, mais moi, pour revenir à l'idée de ce qu'a dit Kennedy, ma première réflexion a été:
société secrète, serment secret, société secrète. Quelles sont les sociétés secrètes? Alors, les plus connues, évidemment, la franc-maçonnerie, les Illuminati et les Skull and Bones aussi, hein, aux États-Unis, qui sortent de l'université de Yale. Mais quand on réfléchit à ça, j'ai regardé, il y a quand même 14 présidents qui étaient francs-maçons. C'est quand même pas rien. Et le 33e, c'est Harry Truman, 1945-1953, je pense. Lui était grand maître d'une loge maçonnique, quand même. Ensuite, si on prend les Skull and Bones, on prend l'élection de 2004, je crois que c'est John Kerry et comment Et il George s'appelle? Bush, Et George Bush. Les deux étaient Junior, membres, ouais. oui, Junior, étaient membres des Skull and Bones. Donc, à partir de là, je me suis dit, il y a quand même une influence quelque part, c'est quand même indéniable. Et pourquoi dans la presse, dans les médias ou dans la société en général, on prend ça comme un détail? Parce que la franc-maçonnerie, ce n'est pas juste un cercle philosophique, pas du tout. La franc-maçonnerie est loin de ce qu'elle était à l'origine, hein. Elle est devenue en 1717 spéculative, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bâtisseurs, d'artisans, de métiers manuels, mais plus on a introduit quoi? Les médecins, les avocats, les juges et les politiciens. Donc, la franc-maçonnerie, effectivement, a été quelque part instrumentalisée d'une certaine façon. Donc, moi, c'est ça qui m'a le plus, j'allais dire, interpellée. Et à partir de là, j'ai pu construire le fil de mon histoire et le roman, hein. Et en fait, mon roman est une hypothèse de ce que ça peut être, de ce que l'histoire pourrait être, une autre voie qui n'est pas nécessairement exploitée, ou alors de façon par des fenêtres qui s'ouvrent sur une période, sur une autre, mais pas d'une façon historique, parce que ça part de très loin. Donc moi, j'ai une vision plus historique en réalité. D'où ça Uh-huh. part et où s'en va-t-on? Donc Ouais. c'est ça qui m'a intéressée. C'est très intéressant. Je voulais rajouter pour nos éditeurs français, francophones surtout, je ne voulais pas t'interrompre, mais pour des précisions, tu as parlé de la franc-maçonnerie, des Illuminati que tu as Oui, mentionné, oui. mais également des Skull and Bones. Mmh. Il faut savoir que les Skull and Bones, c'est une société secrète au sein de l'université de Yale, qui est Oui, une des 8 universités des Ivy League avec Columbia, Harvard et tout ça. Mais Yale a produit plus de présidents américains qu'aucune autre université. Et la société secrète, Skull and Bones, elle est très secrète dedans. Ils ont des rites complètement fous pour le rite d'initiation. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause, même si les gens n'étaient pas censés en parler, mais on arrive à apprendre. Pourquoi est-ce que je le sais? C'est parce qu'à l'époque, je fréquentais beaucoup les Bush, aussi bien père que fils et même d'autres membres de la famille. J'avais même été invité à Kennebunkport, même si je n'y suis pas allé. Et le rite, c'est que la personne qui est initiée est tout nue, toute nue, dans un cercueil, et puis il y a tout un tas de... C'est des choses qui paraissent aberrantes quand on pense à des gens qui sont censés avoir une certaine prestance officielle. On a du mal à imaginer des présidents des États-Unis avant qu'ils soient présidents, etc., en train de faire ce genre de choses, mais ça se faisait effectivement, et ça, je le sais de vive voix parce que j'étais assez proche de certaines personnes qui l'ont vécu. Et donc, je voulais seulement rajouter ça pour que les gens sachent que c'est pas du pipeau, tout ça. non, 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 pas du tout. Ce sont des faits, mais tellement loin de la réalité, j'allais dire, du commun des mortels. Les gens, leur quotidien est très occupé, on travaille, on s'occupe des en on n'a pas toujours l'esprit à porter une réflexion plus poussée sur tel ou tel sujet, tout va vite. Donc c'est sûr que c'est difficilement imaginable, mais c'est vraiment une réalité. Et ensuite, après la mort de JFK, pour revenir à ça, au lien, il y a eu beaucoup de morts mystérieuses, il y a eu beaucoup
de personnes. Et il y a des personnages qui ont été importants, comme Dorothy Kilgallen, qui était une journaliste très connue Oui. et qui, elle, était pas du tout d'accord et vraiment avait lu le rapport de la commission Warren et était très, ben, pas surprise finalement, mais en colère. Et elle avait été interviewée Jack Ruby, qui lui avait tué Harvey Oswald. Et il lui avait fait, et ça c'est vrai, c'était en mars 1964, si j'ai bonne mémoire, hein, vous m'excuserez si je me trompe sur les dates, mais je ne pense pas. Et à partir de là, il lui avait fait des révélations en disant que lui-même avait été manipulé dans cette histoire. Et elle est décédée en novembre, je pense, 1965. Et toutes ces notes sur l'affaire John Fitzgerald Kennedy, les interviews, tout a disparu. Ouais. Et c'est un exemple. Et en réalité, officiellement, c'est une surdose d'alcool et de barbiturique. Bon, Ouais. si on prend Marie Meyer-Pinchot, exactement, qui a été une figure très importante de Georgetown et la maîtresse de John Fitzgerald Kennedy, elle aussi, hein, elle a été assassinée, je pense que c'était le 12 novembre 1964, sans raison apparente. Et pourtant, un exemple, son mari, Cord Meyer, faisait partie de la CIA. Il était responsable de l'opération Mockingbird, l'opération qui visait à euh, influencer tout l'espace audiovisuel américain, que ce soit ben, les journaux, la télé, tout, tout. Donc, il y a des liens comme ça qui n'ont pas été faits. C'est pour ça que je dis, on prend, si on regarde bien et si on veut faire les liens, on peut les faire. C'est sûr que c'est long, c'est fastidieux, mais je crois que peut-être d'autres en ont fait déjà. Mais il faut avoir le courage aussi de ses opinions, comme on dit. C'est pas toujours facile. Mais moi, bon, on va dire que ce sont des hypothèses mises en roman, mais qui sont interreliées par des faits quand même. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, Dorothy Kilgallen, il faut dire qu'elle était très connue aux États-Unis parce Oui, que également, elle était une des panélistes à un des jeux télévisés les plus populaires qui existaient aux États-Unis et qui passaient, je pense que c'était le dimanche soir. Ça s'appelait What's My Line, oui, où il y avait quatre personnes qui étaient des auteurs, d'autres personnes, etc., et qui devaient deviner la profession de quelqu'un. Et si jamais la personne était connue, ils avaient un bandeau sur les yeux pour deviner, ils pouvaient poser des questions. Et c'était quelque chose que tout le monde regardait. C'est une époque où il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé en plus. Donc, elle était très célèbre. oui, C'est pas quelqu'un qui était en marge de la société du tout. Elle était très, très célèbre. Et ensuite, ben, quand ils ont dit qu'elle est morte, c'était très facile de toujours dire, ben, quiconque était proche de la télé ou quoi que ce soit, alcool, drogue et tout ça, bon. tout à fait. Mais c'est parce qu'elle était très célèbre qu'elle était très dangereuse, en fait. C'est ça le problème. Elle aurait été moins en vue. Bon, ben, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais là, elle s'apprêtait vraiment à révéler certaines choses, certaines confidences, et ça dérangeait beaucoup. Donc, on peut envisager qu'effectivement, la théorie de l'assassinat est tout à fait plausible. Oui, oui. Et en fin de compte, c'est très curieux parce que quand on pense à l'Amérique, on présente toujours l'Amérique comme un grand pays de liberté, de démocratie et tout ça, etc. Mais il y a quand même, je ne sais pas, sur les 45, 46, 47 présidents maintenant qu'il y a eu, il y en a plus de 10%, c'est-à-dire 5 qui ont été assassinés, mais il y a eu des tentatives d'assassinat, c'est encore plus. Oui, tout à fait. Et, Oui. et ça, c'est phénoménal quand on y pense. Donc, apparemment, l'ennemi des présidents ou les ennemis des présidents ou les sociétés secrètes derrière, etc., n'ont pas peur d'utiliser des armes très fortes. Non, puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a du mal à imaginer que tout se joue en coulisses sur des plans que je vais nommer transgénérationnels. C'est-à-dire que nous, on a une vision courte de notre propre existence. Quand on rentre dans ces cercles-là,
ce sont des prévisions sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, à partir de là, quand on voit qu'un mandat présidentiel dure 4 ans, qu'au bout de 2 ans, s'il n'a pas la majorité à la Chambre et au Sénat, ben, déjà c'est difficile, puis s'il peut perdre une majorité, donc c'est très compliqué de gouverner. Comment un président peut mettre en place un véritable plan de, on va dire, redressement des pays ou de loi qu'il souhaite passer sur un programme qu'il a proclamé pendant sa campagne électorale? C'est presque impossible. Donc moi je crois que c'est le système électoral américain et d'autres, hein, dans d'autres pays qui sont différents, ne permettent pas à une personne, même si elle est de bonne foi, d'exprimer tout ce qu'il voudrait exprimer en termes de loi, en termes, ce n'est pas possible. Donc, tant que ce système sera là, ça va être compliqué de réformer ou de changer des choses qui sont installées depuis si longtemps. Donc, un président, en fait, c'est la devanture, hein, c'est l'image, c'est on vend quelqu'un, il a ses idées, parfois ses propres idées, mais comme on l'a vu, si les propres idées vont à l'encontre de certaines volontés cachées, à ce moment-là, il rencontre des problèmes ou il est assassiné ou ce qui est très utilisé, c'est le chantage, hein. Ça, c'est quelque chose de très Ouais. courant et à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Donc, c'est ça Ben, le on le sent encore davantage là, parce que si jamais il y a Kash Patel qui va être oui, nommé à la tête du FBI, une des choses qu'il a promis tout de suite qu'il va faire, et ça c'est Trump qui veut le faire également, c'est la publication de la liste de Jeffrey Epstein. oui, oui, mais Et si ça sort, bon, ben, c'était l'action de chantage même. Jeffrey Epstein, on sait très bien qu'il y avait des liens également avec le Mossad et tout ça. Puis une des oui, plus oui, grandes armes qui oui. est utilisée toujours, c'est le chantage à ce Mmh. niveau-là. Oui, mais c'est parce qu'il y a un cercle d'élite, un autre niveau que le nôtre, évidemment, où ce n'est pas l'argent n'est pas l'enjeu. Quand vous êtes riche, quand vous pouvez prendre l'avion, aller n'importe où, il faut autre chose pour distraire. Il faut non, mais c'est vrai, Ouais. c'est une autre vision de la vie qui nous est complètement étrangère, complètement. Donc on a du mal à imaginer, mais il y a aussi des promesses, des promesses de vie éternelle, hein, dans les sociétés cachées. On promet des élixirs, on promet des choses comme ça. Et les gens, évidemment, comment dirais-je, se corrompent pour ça, pour des choses qui pour nous sont complètement aberrantes. On verrait ça dans des films, mais comme je dis souvent, les films qu'on qualifie de science-fiction sont parfois tirés de la réalité, d'une certaine façon. Donc, Est-ce qu'ils ne sont pas parfois même précurseurs? C'est oui, comme, oui, si on revient à toute la théorie de Mockingbird, oui. etc., est-ce qu'on lâche pas des scénarios et des films pour préparer les gens à accepter certaines choses, pour qu'ils se disent: «Ah oui, ça doit être vrai parce que j'ai déjà entendu parler de ça». Oui, mais et puis dans la société, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, hein. Oui, C'est quelque chose, hein, qui s'étale à peu près sur une dizaine d'années, une idée complètement inacceptable. Là, exemple, un homme qui va attendre un enfant, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer à différents paliers. On passe souvent par les associations, par l'éducation et au bout d'un certain temps, à force de voir, revoir, d'entendre, ce qui n'était pas acceptable le devient, hein. C'est ce qui a été essayé avec le transgenrisme, en fait, hein. Donc, ça, pas c'est même les emojis où on voit sur tout à les fait, emojis un homme enceint. tout à fait, tout à fait. Ça, c'est pour habituer, hein, c'est pour habituer le subconscient à enregistrer, quelque chose qui, au premier abord, on serait réfractaire. Donc ça, ce sont des manipulations, oui, de société et ça existe depuis très, 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 longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, avec la technologie, les téléphones, nos images, c'est plus facile, hein. Depuis que Facebook a été créé, faut quand même, le dire, on n'a plus besoin finalement d'espionner les gens, c'est les gens qui livrent eux-mêmes leurs informations et ça, c'était un coup de génie, hein. Tu Ouais. dis tes photos, tu livres tout, donc ça permet, si on parle d'un état de surveillance, ça permet ça. Donc
l'évolution, oui, mais les gens n'ont parfois pas assez conscience de l'utilisation Hein. qui est faite. Oui, De... parce qu'avant, c'était plus compliqué à faire. Ah oui, Tu as parlé tout à l'heure des Skull and Bones, oui, et moi j'ai parlé du fait qu'il fallait, lors du rite d'initiation, ils étaient nus dans un cercueil, mais à ce moment-là, ils sont censés confesser la chose dont ils ont le plus, qu'ils ont fait dans la vie, dont ils ont le plus honte. oui. Et donc, en fin de compte, c'était un élément qui était amené là, pas comme une confession religieuse, on est lavé du péché, mais au contraire, on donne un élément sur lequel on peut toujours être, faire chanter, quoi, On pour, donne comme une arme qui peut-être va mmh. se braquer contre la personne au moment où il s'y attendra le moins. Et c'est ça les leviers de pouvoir, en fait. Les vrais leviers de pouvoir sont là, sont pas ailleurs, parce que l'être humain est faible quelquefois, hein. Non, mais dans sa vie intime, dans sa vie privée, donc on joue là-dessus et effectivement ça fonctionne. Et depuis la nuit des temps. Kennedy, par exemple, lui qui était, on l'a qualifié de coureur de jupons, hein, beaucoup, hein, Oui, des oui, femmes, oui, bon, mais on s'intéresse moins, parce qu'on a montré, Jackie était une femme parfaite aux yeux de la société, hein, n'est-ce pas? Hein, ouais. une Française, Jacqueline Bouvier. Bon, mais on n'est pas rentré dans leur intimité. Donc, qu'est-ce qui se passait réellement? Qui le sait vraiment? Bon, on peut supposer, toujours pareil. Mais par contre, Kennedy a toujours fait attention, d'une certaine façon, et c'est la presse, hein, qui mettait en avant toujours ces relations qui parfois n'étaient pas réelles, hein. C'était comme le, oui, le séducteur, là, le président séducteur. Mais lui, c'était quelqu'un qui avait quand même c'est quelqu'un de droit, au fond, foncièrement droit, et qui avait vraiment l'intention de remettre le pays sur les rails, on va dire d'une certaine façon. Puis il y a tellement de raisons, tellement de personnes qui voulaient, hein, sa mort finalement, que ce soit Israël, hein, le Mossad, Ben Gourion, parce qu'on veut plus, hein, il voulait arrêter le développement de tout ce qui était des armes atomiques, bon, tout ce qui touchait au nucléaire. Si on prend aussi, quand il a signé l'Executive Order 11 110, hein, qui permettait d'imprimer des certificats, enfin, sous forme de billets, des certificats d'argent garantis par l'argent du gouvernement. Et alors que la Réserve fédérale, revenons à ça, les billets étaient garantis par la dette. Donc, Ouais. voulait-il reprendre le contrôle, hein, de la masse monétaire? Peut-être. La Pour CIA, expliquer ça à toutes les personnes, en oui, haut du billet, que ce soit 1 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50, 100 $, peu importe le billet, en haut, c'est marqué Federal Reserve Note. mmh, Une note, c'est une dette. oui, Donc, le billet est une reconnaissance de dette envers la Réserve fédérale qui n'a rien de fédéral. C'est tout à privé, fait. c'est des banques privées, etc. Alors à l'époque de Kennedy, moi je m'en souviens encore parce qu'il y avait encore des billets comme ça qui étaient en circulation, c'était pas marqué Federal Reserve Note, c'était marqué Silver Certificate, ce qui était un certificat qu'on pouvait échanger ces billets-là contre de l'argent, l'argent, le métal, vous voyez, Oui. contre la valeur. Donc, c'était Silver Certificate à l'époque de Kennedy, mais la Réserve fédérale voulait que ça soit Federal Reserve Note, c'est ce qui s'est passé de toute façon par la suite. Oui, donc si on prend les raisons, il y en a beaucoup. Ça aurait pu être aussi de complexes militaro-industriels. Exemple, hein, parce que Eisenhower, dans son discours d'adieu, a bien mentionné le risque. À ses yeux, il y avait un risque important. Le complexe militaro-industriel, pour rappeler, c'est le gouvernement, c'est-à-dire les décideurs politiques et militaires, les forces armées, ceux qui utilisent l'armement, la technologie, et ensuite les industries de l'armement, ceux qui fabriquent la technologie et les armes. Et donc, il y a une partie privée là-dedans, évidemment. Donc, ça aurait pu être ça aussi, hein, ces alliances qui deviennent puissantes et qui deviennent incontrôlables, en fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de voies possibles pour l'assassinat de JFK, ça c'est indéniable. Oui, est-ce que la mafia avait son rôle à jouer là-dedans aussi?
La mafia, d'après, bon, moi, toute l'enquête, on va dire, que j'ai menée, la mafia, c'est quand même étrange parce que le père de John Kennedy, il faut quand même le savoir, avait sollicité la mafia pour le financement de sa campagne, sans que John Kennedy le sache. Hein. Mhm. Lui, il l'avait tenu en dehors parce qu'il savait que il ne fallait pas qu'il soit au courant. Et quand Ouais. on sait que Robert, le frère de John Kennedy, lui, s'attaquait à la mafia, il y avait quand même quelque chose Ouais. d'incroyable. Donc, mais je ne crois pas parce que justement le film d'Oliver Stone hein, avec le procureur Jim Garrison là Oui. hein, porte pas mal là-dessus. Euh, C'était pas le joueur le plus gros qui avait les plus gros intérêts dans la mort de Mhm. Kennedy. On peut aussi évoquer toutes tout ce qui vient du Texan, les pétroliers texans hein, Ouais. aussi. Donc, on peut en vouloir à quelqu'un. Il y a tellement il essayait tellement de mettre une politique en place qui ne convenait pas hein, à certaines personnes, on va dire dans l'ombre, que évidemment, j'allais dire, il était presque condamné dès le départ, à partir du moment où il a commencé à mener sa politique, hein, pour le Vietnam aussi. Puis, je veux dire, et ensuite, on nous a fait croire que Lyndon Johnson, on a fait croire au peuple américain qu'on poursuivait les politiques de JFK, ce qui était totalement faux. Donc, Faux. hein, tu es d'accord avec moi, John? Donc, Lyndon Johnson a été mis aussi, on l'a soupçonné, on a dit c'est lui. À mon avis, il n'était pas assez qualifié pour ça. Hein. Il faut imaginer une structure plus en arrière qui, grâce à ses multiples infiltrations, a plusieurs pions à manipuler au bon moment pour créer l'événement qu'ils veulent créer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au niveau des dossiers déclassifiés de JFK, je ne pense pas que tout va être mis sur la table. Encore une fois. Parce que quand on regarde, je parlais de transgénérationnel hein, un peu plus tôt, aujourd'hui, là, qui va être tenu responsable entre nous, là, plus de Ouais. 60 ans plus tard? Et c'est ça la force des forces obscures, sans vouloir faire une répétition. Uh-huh. C'est que comme les plans sont à long terme, tout ça, c'est presque calculé. Hein. Toutes les lois, tout est fait pour retarder, de telle sorte que les acteurs du moment, hein, oui, ils peuvent tomber, mais ils peuvent tomber tellement tard que uniquement leurs noms pourront être peut-être salis et encore, mais eux ne seront plus là. Donc, Ouais. il y a une vitesse dans la justice qui est lente et qui est voulue, à mon avis. À mon avis. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'une des conséquences qui risque d'arriver à partir des dossiers qui vont être mis à jour, et on sait, le FBI vient de dire qu'ils ont retrouvé, comme par hasard maintenant, 20 000 ou 25 000 pages Oui, qui n'existaient pas dans le dossier sur Kennedy, ce qui est c'est vrai. aberrant. Oui, Mais l'effet risque d'être que ça va ébranler chez l'Américain moyen sa confiance dans les autorités, dans le gouvernement, dans toutes ces choses-là. Et, euh, et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas ce que veulent les sociétés secrètes également? Elles veulent le chaos. Parce oui, que dans le chaos, elles peuvent redéfinir les choses. oui, oui, tout à fait. Mais là, si on parle de notre époque aujourd'hui, je crois que moi, je vais appeler ça l'état profond. Comment veux-tu que je Oui, l'appelle autrement? Là, l'état profond vient de prendre, mettons qu'il a un corps, là, il vient de perdre un bras, une jambe, un autre bras, la tête est chambranlante, ça ne va pas très bien, là. Et peut-être pour la première fois. Ce qu'on vit est une époque très importante, mais les gens n'en ont pas conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les médias qui font leur rôle de réduction intellectuelle, je vais dire ça comme ça chez ouais, les gens. Vous savez, tu sais, pendant la Révolution française, il n'y avait que 20% des gens qui ont participé à la Révolution. Pourquoi? Parce que 80% étaient occupés à se nourrir. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un peu pareil. On vit une époque, moi je suis contente de la vivre, vraiment une vraie révolution de société, j'allais dire, qui va commencer par les États-Unis, quelque chose en profondeur va changer.
et va avoir une répercussion, je l'espère, sur d'autres de pays. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Et je suis contente de la vivre. Et plus tard, dans les livres d'histoire, on verra ça enfin comme quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, c'est encore le brouillard pour bien des gens, pour bien des gens. Donc la division, effectivement, permet de mieux régner, on l'a toujours dit. Et le chaos, on essaie de créer le chaos dans les sociétés. Par quoi? L'immigration, évidemment, on voit en France notamment, moi je ne suis pas en France, mais je suis ça un petit peu, ce que ça peut créer. On veut noyer les cultures, hein, on veut... La mondialisation, c'est quoi? C'est uniformiser, en fait. Uniformiser quelque chose où on dilue les cultures, les langues, les... Donc, mais je ne pense pas que ça arrivera à terme, honnêtement. Honnêtement, Mhm. je suis quand même encouragée par ce qui se passe aux États-Unis. On n'aime pas Donald Trump. Donald Trump est la figure représentative de quelque chose d'autre qui se situe en arrière de lui. De la même manière, si demain il disparaît, ce qu'il a entamé va se poursuivre. Tu peux en être sûr, là. Donc, moi, je trouve qu'il faut réformer les sociétés à différents niveaux. Parce que les gens ne sont plus heureux de toute façon. Est-ce que tu crois que ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement, toutes les mesures que fait Trump, ça va dans le bon sens? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a des controverses parce que tout ça, il faut comprendre. Trump et on va dire les forces qu'il y a en arrière, parce qu'il y en a, jouent un jeu d'échecs depuis plusieurs années. Et a été mis en place, ce jeu a été mis en place depuis l'époque de Kennedy. Effectivement, j'en parle dans mon deuxième tome, justement. Hein, romancé, hein, c'est une hypothèse. Et à partir de là, ces forces, je cite Sun Tzu dans mon livre. Hein. Sun Tzu, L'art de la guerre. l'art de la guerre. Parce que c'est ça, ce n'est pas une guerre conflictuelle avec des armes, c'est une guerre psychologique. Hein, Mhm. c'est une guerre souterraine où on entend à peine le cœur. Et si on ne suit pas attentivement les événements qui se passent partout dans le monde, le problème c'est que si on ne suit que ce qui se passe dans son pays, on ne peut pas comprendre l'enjeu de Ouais. cette stratégie. Donc il y a des grosses stratégies qui sont en train de se jouer. Et comme les médias prennent une partie, diffusent juste une, parfois même mentent beaucoup, vont dire, les gens deviennent confus par manque d'information en fait, ou par manque Mhm. de clarté d'information, et ça peut très bien se comprendre. Mais quand on suit ce jeu d'échecs depuis, comme moi, ça fait vraiment des années, on se dit, ah, là, il y a un bon coup, là, il y a deux bons coups. Et c'est bien, c'est bien. Donc, même si c'est controversé, le but ultime est quand même de redonner je crois vraiment, le pouvoir au peuple dans le sens que on a oublié que c'est nous, hein, qui élisons les politiciens et en fait, ce sont eux nos employés quelque part. C'est nous qui les payons. Donc, on devrait exiger plus, mais c'est pas ça qui se passe. Donc, je crois que ce qui arrive est une bonne chose, qu'on n'aime pas. Regardons les faits. Moi, je dis aux gens toujours, ici au Québec, on entend j'aime pas Trump, j'aime pas Trump. Et vous dites aux gens, mais pourquoi? Ah ben, il court, c'est un homme à femme, il est misogyne. Ça, c'est ce qu'on entend dans les médias depuis 7, 8 ans. Mais moi, je leur dis, est-ce que vous avez regardé les décrets qu'il a passés? Est-ce que vous avez vu? Là, on voit que non. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un manque d'information, de recherche aussi, mais les gens n'ont pas le temps, puis de transparence des médias. Mais je suis euh, contente, effectivement, que certaines réformes arrivent, qu'on voit enfin la clarté aux États-Unis, ne serait-ce qu'aux États-Unis, parce que moi, j'écris sur les États-Unis, enfin, que le ménage soit fait. Voilà. Et puis, Et- ça arrivera inévitablement en Europe. Il y a beaucoup de choses. Là, c'est très controversé parce que même Trump est en train d'aller plus vite, même que l'opinion publique, que les sénateurs, les congressmen. Par exemple, il accuse Zelensky d'être celui qui a démarré la guerre. Et alors, tout le monde dit, ben non, mais c'est les Russes qui ont envahi, etc. Mais je crois que ce qu'il est en train de faire, c'est que Trump sait très bien que Zelensky est une marionnette utilisée par le pouvoir américain
contre la Russie pour la balkanisation, l'OTAN qui commençait à cercler la Russie et tout cela. Et donc, il avance dans ce sens-là. Et c'est la première fois que j'ai vu, depuis que Trump a été élu, ça fait 3 semaines et demie qu'il a été élu, qu'il y a pas mal de républicains, aussi bien sénateurs que congressmen, qui ouvertement ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec Trump dans ce qu'il disait là-dessus, parce que je crois que ils sont tous bénéficiaires indirectement de l'État profond sur le plan financier de toute la guerre, parce que les sommes énormes qui partent, il y a des retombées pour tous ces gens-là en permanence. C'est du blanchiment d'argent. Et donc, alors que la guerre existe pour d'autres raisons. Elle existait dans le fait de vouloir balkaniser la Russie. Quand on dit balkaniser, c'est ce qui se passait en Yougoslavie, pour la séparer en plusieurs pays, pour réduire la force de la foi. Je regardais encore une émission sur Tucker Carlson qui interviewait quelqu'un hier, j'ai oublié son nom là tout de suite, ça va me revenir, mais qui est en train de travailler en tant qu'avocat américain pour défendre les églises orthodoxes ukrainiennes qui sont en train d'être fermées, et même les bâtiments sont piqués par Zelensky parce qu'il est en train d'agir comme un dictateur absolu. Et donc, c'est toute une activité contre la foi, parce que il faut toujours se méfier de la foi, parce que dans le contexte de la foi, les gens peuvent dire des vérités. Oui. Donc, c'est là où ils vont chercher un écrasement. Mais si on ne s'intéresse pas à tout, peut-être que toi et moi, on a le loisir de passer beaucoup de temps là-dessus. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui passent sur Internet. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. Mais il y en a tellement, on ne sait plus ce qui est vrai, faux, etc. Il y en a trop et ça va vite. Ça va très vite. L'information de la minute, elle n'est plus valable 2 heures plus tard, était remplacée. Ça va presque trop vite. Et c'est vrai que le président Trump, peut-être, veut aller vite pour des raisons qu'on ignore, hein, et que parfois les gens, c'est comme nous, on n'a pas la capacité d'absorber tout de suite un flot d'informations, un flot de changements. Donc, on verra. Mais je crois que même s'il y a une opposition qui montre le bout de son nez, on va dire, elle ne tiendra pas longtemps, à mon avis. Le plan a été bien dessiné à l'avance. C'est comme quand j'évoquais le plan Kennedy, hein, sur 16 ans dans notre émission. C'est ça, c'est le temps estimé minimum qu'il aurait fallu à l'époque, avec les moyens de l'époque, les moyens de communication aussi, qui étaient quand même un peu moins avancés, on va dire ça comme ça, pour faire le ménage au moins à un certain niveau. Donc là, il y a une question de vitesse, effectivement, c'est vrai. Et il faut suivre. Et si on n'a pas le temps de regarder l'information d'une manière générale, globale, et non pas juste sur la fenêtre qu'on nous montre, on ne peut pas tout saisir, et on ne peut pas en vouloir aux gens parfois de pas tout comprendre aussi. Faut être. C'est pour ça que ton livre est fondamental, Oui, ben, parce que qu'est-ce qui lit les livres d'histoire au bout d'un certain temps? Les livres d'histoire sont réécrits toujours par plusieurs générations pour coïncider par rapport à l'idéologie dominante du oui, moment. tout à fait. Mais dans la littérature, on retrouve la vérité sur différentes périodes, parce que comme ça a été romancé, c'est romanesque, c'est complètement différent. Et c'est là Il faut que ce où ton soit livre est plaisant. important. Oui, il faut que ce soit plaisant. Et l'idée, c'était d'informer, d'informer, de montrer une autre piste possible et de l'articuler dans un roman où il y a quand même des notions d'histoire, mais qui sont pas lourdes et qu'on ne peut pas digérer, qui sont vécues au travers des personnages. Et on s'attache aux personnages dans un roman. Donc, c'est ça, en fait, l'envie de participer à un renouveau de la vérité, peut-être. Je ne détiens pas la vérité, personne ne la détient. Je détiens ma vérité par rapport à mon hypothèse et que j'ai voulu mettre dans cette saga. Donc, c'est ça. C'est ça le but, là. C'est vraiment passer des années à écrire. Tu le sais, John, ce que c'est l'écriture. Hein, c'est un travail de moine qui demande de la concentration,
des heures et des heures, mais il faut être passionné, il faut aimer ça. Donc, mais Ouais. l'idée, c'est de transmettre la meilleure information possible et d'imaginer, de dire oui, pourquoi pas cette voie-là quand les éléments qu'on accumule commencent à créer un certain dessin qu'on n'avait pas vu au départ. Alors, est-ce que je peux me permettre de te poser la question Oui, suivante? Dans quelques mois là, il y a oui, le deuxième tome qui va oui, sortir, oui, OK? Et tu m'as dit que tu l'auras terminé dans environ 1 mois et demi, puis oui, ensuite le temps que ça prenne pour, l'éditer et tout ça, ça prend un peu de temps. Et on va faire, une troisième interview avec toi, oui. la semaine prochaine. Et est-ce que tu, peux nous mettre l'eau à la bouche sur ce qu'il y aura dans le troisième tome? De quoi est-ce qu'il s'agira? Qu'est-ce que tu vas dévoiler, et cetera? Ben, en fait, le premier tome se déroule en 2016 dans la chronologie, hein. Je dis de nos jours, mais c'est ça. Parce que moi, j'ai commencé, il faut se mettre dans le contexte, j'ai commencé à écrire en 2012, hein, et je l'avais mis en 2016. Donc, tu vois, j'étais en avance. J'avais pas. On croit toujours qu'on va aller vite, mais finalement, c'était vraiment très compliqué à articuler. Ensuite, le deuxième tome, c'est la suite. On arrive à l'élection de Donald Trump dans son premier mandat. On est en temps réel quand même. Et le troisième tome, c'est la suite. En fait, le troisième tome, c'est qu'est-ce qui se passe en arrière des structures, on va dire, de Monsieur Trump. Qu'est-ce qu'ils font eux, de l'autre côté? Parce qu'on parle toujours des forces obscures, mais moi, je parle des deux. C'est-à-dire qu'il y a un combat qui se fait en coulisses depuis l'ère de John Kennedy. Donc, c'est ça que j'aborde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris en charge la lutte? C'est tout ça, sous forme de roman. Ah, c'est très intéressant. Donc, en fin de compte, c'est une grande guerre entre les Oui, forces en fait, obscures, les forces des ténèbres et les forces de la lumière. j'expose la guerre entre ces deux forces avec des éléments aussi concrets. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est intéressant de comprendre parce qu'on s'intéresse toujours à ce qui est. Mais il y a du positif qui est secret aussi. Hein, il n'y a pas que du négatif. C'est ça que je voulais démontrer. Mmh. Il y a aussi d'autres forces qui se battent du côté, oui, hein, on va dire de la lumière et contre des ténèbres. Et c'est cette guerre-là souterraine. Donc, voilà. D'accord, mais c'est très bien parce que dans le fait de faire un roman là-dessus, je crois que le roman, va traduire de toute façon tes présuppositions, mais va surtout amener des gens à réfléchir Oui, et à regarder toutes les informations d'une autre façon. exactement, c'est ça le but. Et puis il y en a certains lecteurs qui se mettent à faire leurs propres recherches. Moi, je me suis dit, eh, j'aimerais ça qu'il y ait un groupe de lecteurs qui, entre eux, parce qu'on voit ça des fois, hein, se prennent de passion, on va dire, pour certains faits, certaines histoires, et vont aller eux-mêmes creuser dans ce sens-là. Je pave la voie à quelque chose peut-être. C'est ça en fait. Hein, hein. Et Ouais. c'est très intéressant, mais c'est pour ça que j'espère que tous nos auditeurs vont pouvoir commenter sur ceci Oui, comment? et dites-nous ce que vous en pensez. Et je vais vous prier de faire une chose, c'est de ne pas faire l'erreur d'être, myope dans votre approche. C'est-à-dire de ne pas vous concentrer uniquement sur un sujet et puis limiter parce que là, on tombe dans le panneau de la façon dont on est conditionné. Mais, ce que j'aime bien chez toi, Nathalie, c'est le fait que tu prennes un, deux, trois pas de recul pour regarder le tout sur son plan historique, que ce soit les sociétés secrètes, que ce soit tous les intérêts différents, la façon dont ça fonctionne et c'est pas les petits scandales qui t'intéressent. Est-ce que Non, combien de femmes a eu John Kennedy ou des choses comme non, ça, ça tu vois? m'intéresse pas vraiment. Non, c'est pas ça. C'est vraiment les structures en présence depuis. Moi, écoute, ça commence sous George Washington, quand même. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, il y a beaucoup d'acteurs au fil du temps qui ont interagi dans ça. Et des informations dans le roman sont contenues dans ce fameux carnet que se transmettent certains présidents. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, le tome 2, c'est le contenu du carnet. Qu'est-ce qu'ils ont rédigé
de si important? Qu'est-ce qu'il y avait à dire pour éviter certaines choses qui, parfois, n'ont pas pu être évitées? Donc, c'est ça, c'est mettre à jour, c'est intéresser les gens peut-être aussi à un autre, l'aspect plus caché, ce qu'on voit pas, ce qu'on nous montre pas, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est très intéressant parce que on s'imagine toujours que les présidents, les uns après les autres, ne se parlent pas parce qu'ils sont de partis différents, et cetera. Mais il y a toujours une rencontre le matin même de l'inauguration entre l'ancien président et le nouveau président, où l'ancien va communiquer au nouveau président ce qu'il pense être le sujet fondamental qu'il va aborder, et cetera. Donc, quelque part, il y a une conscience de problèmes plus grands. Alors, c'est peut-être également le fait de vouloir conditionner celui qui vient, on ne sait pas, mais ça semble nettement plus grand. Pour Moi toi, moi c'est tout est dans le carnet. moi, je pense qu'il y a d'abord des rencontres d'hommes, déjà, hein, et que rendu, à ce niveau-là politique, c'est-à-dire à la présidence, oui, il y a des présidents, qui ont été corrompus, il y en a qui l'ont été volontairement, il y en a qui l'ont subi, il y en a qui ne l'ont pas été. Mais comme je disais, au début, je crois que revêtir l'aura de la présidence américaine donne une stature qui, parfois, quand même, chez certains présidents, ont élevé leur conscience à vouloir transmettre quelque chose qui ne dépendait pas ni de leur parti, ni de rien du tout, juste de leur conscience d'homme. Pour ne pas, pour participer, même si ça a été dans l'ombre pour certains et pas encore révélé, participer à quelque chose de plus grand pour l'avenir. En fait, c'est ça. Donc, on est dans autre chose parfois. Il y a des grands hommes. Eh ben, c'est très bien. Nathalie, je te remercie beaucoup pour cet entretien et pour vous tous qui êtes intéressés, n'oubliez pas d'acquérir le livre Héritage de Nathalie Elion. Vous pouvez trouver tout en description ici. Comment vous le procurez? Vous pouvez le trouver. Je ne sais pas s'ils peuvent le trouver chez Amazon ou directement Oui, chez heu, toi. chez Amazon, oui, il y a un lien Amazon parce que, aujourd'hui, Amazon, hein, qu'est-ce qu'on ferait sans Amazon, hein? On se le demande. Heureusement, malheureusement, on ne sait pas. Donc, oui, sur Amazon. D'accord. OK, donc procurez-vous le livre et puis, revenez nous rejoindre ici sur Les Indomptables dans l'interview suivante qui aura lieu la semaine prochaine et dans la foulée, on va le publier. Là, on va chercher à publier celle-ci soit demain, soit aujourd'hui même. Ça dépendra de nos aspects techniques sur comment ils peuvent Oui, le faire, c'est ça. mais on cherche à accélérer ça au possible parce que tout ce que tu as à dire est tellement important, Nathalie, en fonction de ce qui se passe dans le monde. De nouveau, je veux te remercier pour C'est ton moi temps, ta qui remercie. gentillesse et et pour vous tous, pour que vous le livre et retrouvez-nous pour, le prochain entretien avec Nathalie Elion. Merci Nathalie. Merci John. Bye bye. Bye.